Bonjour. 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 En quelques mots, vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Mireille Novelle, j'ai 73 ans. J'ai été toute ma carrière agricultrice. Je n'ai pas exercé d'autres métiers. Je ne suis pas née en Savoie, je suis née dans la région parisienne. Et donc, j'ai épousé mon mari et le métier d'agricultrice en même temps. Quand je suis arrivée sur l'exploitation, on fanait à la fourche. On épandait le fumier à la fourche. C'était très physique, très dur, très long. Il y avait beaucoup d'heures de travail. La mécanisation est arrivée dans ces années-là à peu près. En 1962, on a acheté la première faneuse. Et ça a été un progrès énorme. L'épandeur à fumier a été quelque chose qui a épargné les hommes. Parce que moi, je n'ai jamais épandu de fumier. Mais certaines femmes le faisaient. Par contre, moi, la mécanisation, elle m'a emballée tout de suite et j'ai vite grimpé sur le tracteur pour faner, pour endainer. Je n'ai jamais labouré, qui était quand même le travail noble réservé aux hommes, mais je fauchais jusqu'à l'avenue des faucheuses rotatives, et ça, je n'ai jamais manié. Mais on faisait équipe avec mon mari, voilà. On partageait les travaux. La mécanisation est devenue plus importante encore avec des tracteurs plus lourds, plus puissants, des outils derrière plus puissants. Et là, après, s'est posé un petit peu peut-être la place de la femme avec une mécanisation poussée comme ça. Je connais des femmes qui assurent la traite. Quand c'est très mécanisé, c'est moins pénible. Je connais des femmes qui conduisent des tracteurs et qui attellent des outils. Moi, j'avais beaucoup de mal à atteler les outils, ça je l'avoue. Mais bon, certaines femmes sont capables. Beaucoup de femmes aussi ont trouvé leur place dans le domaine de tout ce qui est la comptabilité. Les fermes ayant tellement diminué en nombre, c'est vrai que les agricultrices deviennent rares aussi. Mais on peut voir aussi des fermes en élevage allaitant, par exemple, et en céréales, tenues par des femmes seules. Au niveau administratif, on était considérés comme sans profession. Alors que certaines femmes assuraient 10-12 heures de travaux sur l'exploitation par jour, et 7 jours sur 7, elles étaient administrativement considérées sans profession. Quand on a commencé à parler de conjointes d'exploitants agricoles, puis d'exploitantes agricoles tout court, administrativement, ça a été plus facile de se présenter comme ça, je pense. Moi, pour ma part à moi, ça ne m'a jamais posé problème. Après, la femme, je pense qu'elle fait sa place. Elle fait sa place selon ses compétences, selon ses goûts. Et quelle que soit sa place, elle est respectable. Et comment vous avez été accueilli dans ce milieu d'hommes? Alors effectivement, la vie politique est un milieu d'hommes. C'est vrai qu'une femme doit faire sa place parce que naturellement, elle ne l'a pas. Ça, c'est indéniable. Par contre, bon, tout évolue, hein, les mentalités évoluent. Donc, je pense on a beaucoup de choses à prouver, mais il ne faut pas baisser les bras et il faut y aller. En politique, je pense qu'une femme a la capacité de dire les choses d'une façon beaucoup plus entière et elle n'hésite pas à prendre les problèmes à bras-le-corps et à les dire, à poser les problèmes. Peut-être qu'un homme ne le fait pas de la même façon et je pense qu'on surprend souvent dans les assemblées d'hommes par notre réalisme et puis notre façon d'aborder les problèmes. Voilà, bon, je pense qu'on est complémentaires. Il ne faut pas voir la chose comme une rivalité. On n'est pas en rivalité, on est complémentaires. Est-ce que le monde politique, c'est quelque chose de machiste? C'est vrai que le milieu politique est machiste,
Mais je pense que le milieu de l'entreprise l'est aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de milieux. La femme est encore a vraiment toute sa place à faire, hein, parce que on en est au début. Très facilement dans les réunions, si vous êtes la seule femme autour de la table, on ne va pas vous mettre au milieu. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous mettre autour de la table, mais si vous prenez une chaise et que vous vous mettez un petit peu en recul, personne ne viendra vous chercher. Voilà, il faut savoir s'affirmer, il faut savoir se mettre en avant, parce que oui, on ne nous prend pas par la main. On critiquera vite une femme si elle s'exprime trop vite ou trop fort. Elle aura vite des qualificatifs divers et variés, alors qu'on ne l'aura pas pour un homme. Et ça, quelque part, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire passer. Je suis conductrice de travaux et ça fait 3 mois que je suis sur ce chantier-là. Avant, j'étais sur un chantier sur Lyon, donc une grosse réhabilitation aussi, un autre chantier différent. Et ça fait depuis 4 mois que j'ai terminé mes études. Et ça n'a été pas difficile au début? Au début, ça a été un petit peu difficile, donc j'ai fait des stages en tant qu'ouvrière. Donc c'est ce qui a été le plus dur, mais dès qu'on montrait que j'étais capable de faire la même chose que les autres, ça s'est très bien passé et j'ai eu beaucoup moins de difficultés à appréhender le travail. Et comment ça a été vécu dans la famille? Alors je sais, mes parents m'ont toujours approuvé dans les choix que j'ai voulu faire. Et non, après c'est peut-être mes grands-parents qui l'ont pris différemment, parce que c'est pas dans leur éducation de mettre une fille sur un chantier. Mais ça a été très bien approuvé et je suis quand même dans les bureaux, donc je sais pas trop physique mon métier. Et pensez-vous que le BTP est-il machiste? Très bonne question. Alors le BTP est-il machiste? Ça évolue. Le métier du bâtiment évolue beaucoup. Je saurais pas, non. Il y a toujours des points de vue différents selon les personnes, selon les origines, mais bon, de moins en moins, on va dire. Et quel conseil donnerez-vous aux femmes qui sur ce... Si elles veulent vraiment faire ce métier, il faut qu'elles le fassent. Parce qu'on les acceptera comme elles sont et faut pas qu'elles changent d'idée si c'est un métier d'homme ou quoi que ce soit. Au niveau de l'autorité, être là à diriger que des hommes, c'est pas trop difficile? Alors non, c'est pas trop difficile parce que justement, j'essaie de savoir de connaître ma place et de connaître leur place à eux. Alors il y en a qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, donc je comprends ce qu'ils font, je comprends comment ils le font et après je leur donne juste des indications sur le travail qui doit être réalisé. Donc je leur dis qu'il faut par exemple qu'il y ait, je sais pas, que la façade soit faite pour telle date, comme ça, et après je les laisse déterminer comment ils souhaitent le faire. Et comment voyez-vous l'évolution de la femme? Alors j'espère qu'il y en aura de plus en plus dans tous les métiers du bâtiment. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on est beaucoup plus pointilleuse et on doit prouver 2 fois plus qu'on est capable de faire ce métier-là. Donc c'est ce qui est très intéressant justement, de voir que les femmes se battent 2 fois plus pour chaque chose et pour être à égalité avec les hommes. Pensez-vous qu'on peut rester féminine dans ce métier du BTP? Alors c'est sûr que je ne vais pas venir en talons aiguilles sur le chantier maquillée, mais oui, je peux rester féminine. Je ne mets pas des vêtements trop larges et j'essaye de montrer qui je suis et comment je vis. Et je ne change pas, je reste toujours très, très féminine. Voilà. J'essaye pas de me masculiniser pour arriver à m'intégrer plus aux équipes. Alors, je suis Evelyne Garnaschelli, je suis avocate au barreau de Chambéry et en fait je me suis aussi engagée sur le plan associatif, donc je fais partie d'un club de femmes qui s'appelle le Club Sœurs Optimistes, qui est un club international, qui est une ONG qui est reconnue à l'ONU et qui a pour objet la promotion et l'éducation des filles dans le monde. Vous nous parlez d'association, quel sens cela a-t-il pour vous? Alors déjà, l'éducation, la promotion des femmes et des filles, c'est pour moi essentiel. J'ai été élevée dans cette optique-là. Je n'ai jamais imaginé que je n'aurais pas d'activité professionnelle.
Je voulais absolument avoir une indépendance. Et je suis une enfant née après la guerre, donc c'était un peu dans l'ordre des choses et c'était aussi le souhait de ma famille et de mes grands-mères. Maintenant, sur un point de vue plus professionnel, à votre avis, l'avocate femme est-elle considérée comme étant égale à l'avocate homme, je veux dire officieusement? Oui, aujourd'hui, il n'y a plus cette dichotomie. Il faut reconnaître que la profession s'est largement féminisée. Vous allez dans les prétoires, vous allez au palais, vous avez beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui réussissent d'ailleurs très bien. Mais vous avez peut-être l'image, en effet, de ce que vous voyez dans l'actualité, dans la presse. On parle toujours des ténors, du barreau, parce qu'on ne parle que des pénalistes. Mais les affaires pénales, c'est quand même pas l'essentiel de la vie judiciaire, Dieu merci. Et il y a assez peu, il est vrai, de femmes, en tout cas, qui sont au devant de la scène à ce titre, mais les avocates sont reconnues par les magistrats et les magistrates, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Je suis donc retraitée. J'étais commissaire aux comptes et je travaillais dans la comptabilité dans ce cabinet qu'a créé mon père en 1936. J'ai eu la chance d'accéder à des postes que les femmes, disons, n'avaient pas normalement. J'étais la première femme commissaire aux comptes en Savoie. Et j'arrivais de Paris où j'étais à l'école des impôts. Et à l'école des impôts, dans ma section, j'étais aussi la seule femme. Et quand je suis arrivée, j'ai eu la chance qu'on se dise quand même, peut-être que s'il y avait une femme dans la profession et qu'elle ait quelques fonctions, ça serait pas mal. Donc on est venu me dire, il faut se présenter au conseil régional des commissaires aux comptes. Ce que j'ai fait, j'ai été élue. Et j'étais élue à un âge où les garçons, eux, n'étaient pas élus. On attendait qu'ils aient une grande expérience, qu'ils aient 50 ou 60 ans pour leur proposer de rentrer au conseil régional des commissaires aux comptes. Moi, je suis rentrée, je n'avais pas 40 ans. Donc ça a été, disons, un coup de chance d'être une femme. C'est pas toujours négatif d'être une femme dans les professions là. Moi, ça m'a servi. Dans les professions libérales, les femmes n'ont pas de problème, ni en tant que médecin, ni en tant que pharmacien, ni en tant qu'expert comptable, etc. Quand elles sont compétentes, elles font une carrière brillante. Il n'y a pas de raison. Si ce n'est, et ça je l'ai expérimenté, qu'on a quand même aussi du mal avec les femmes elles-mêmes. Par exemple, pourquoi est-ce qu'une femme qui est expert comptable travaille en général 9 fois sur 10 dans un cabinet, en tant qu'associée ou, disons, en tant que salariée, et que pratiquement, si vous regardez les plaques, c'est toujours les hommes qui s'installent pour créer un cabinet personnel. Donc, il faut les booster de temps en temps. C'est pour ça que je me suis un peu battue, moi, disons. Alors là, si on retrouve c'est pas pionnière, mais en tant qu'aide pour les convaincre qu'il fallait qu'elles prennent des responsabilités, qu'il fallait y aller. Si on n'y va pas, c'est pas tout cuit, hein, on nous donne jamais rien gratuitement. Donc il faut faire l'effort de montrer ce dont on est capable, d'assumer, de prendre ses responsabilités et de prendre des risques. Ça, il n'y a pas de doute. J'avais créé en Savoie la première association de femmes élues de Savoie. Et là, on se battait vraiment pour pousser les femmes à se manifester dans nos communes, parce qu'on ne pouvait pas y arriver si elles se prenaient pas en charge. On a eu des aberrations pendant des éternités où les femmes qui avaient une poussette, elles ne pouvaient pas la poser nulle part parce que les architectes, ça leur n'est pas l'idée qu'on avait besoin d'étendre du linge ou de poser des poussettes d'enfants en bas de la maison. Je trouve qu'elles peuvent apporter énormément de choses sur le plan, comment dirais-je, matériel, mais aussi sur le plan intellectuel, parce que l'éducation, elles sont concernées plus que jusqu'à maintenant. Donc maintenant, il y a un peu plus le partage, disons, des charges et des choses, mais pendant très longtemps, dans les conseils de classe, dans les écoles, on ne voyait pas d'hommes, pratiquement pas. Donc il faut qu'elles s'impliquent dans tous les domaines. Pour nous, les jeunes femmes, vous avez des conseils à nous donner
votre avenir? Ah mais surtout, jamais me dire ce que me disaient certaines femmes sollicitées pour entrer dans un conseil municipal. Oh non, on peut pas, on n'est pas assez compétents, on va pas y arriver. Ben ça, excusez-moi, mais j'ai jamais entendu un homme me dire ça quand on allait les solliciter pour monter une liste sur une liste électorale. Comment êtes-vous devenue résistante? Oh, alors là, ça c'est une question. Comment je suis devenue résistante? C'est venu tout seul, ça. C'est venu tout seul parce que là, la maison est démolie. C'était la maison de mon père. Il recevait beaucoup de monde. Quand on a entendu l'appel du général de Gaulle, ben, on s'est commencé à se dire, mais en fait, dans quelle galère on s'est collé, dans où c'est qu'on en est. Et puis ça a commencé comme ça. Après, on a déjà eu quelques... Ben, au début, c'était plutôt des réfugiés des politiques. Hein. Comme mon père avait le cœur à gauche, qui ne voulait pas se faire opérer pour le mettre à droite. Alors, ça a commencé comme ça. Et votre rôle à vous, c'était quoi? Alors, qu'est-ce que je faisais? Au début, les maquis étaient mal organisés. Il fallait leur faire à manger, les loger, se débrouiller comme on pouvait. Et après, quand c'était quand même mieux organisé, donc ils étaient en camp, ils étaient là-dessus, au sommet de la colline. Mais enfin, je montais quand même tous les jours voir ce qu'il y avait. Et là, je faisais beaucoup le courrier, quoi. Et puis alors après, quand ça a commencé à vraiment à mal marcher, là, il y avait des blessés. Et là, il a fallu que je me colle les blessés. Et ça a été très dur pour moi parce que je suis très mauvaise infirmière. J'ai horreur de faire des pansements. Et là, il fallait que je les fasse. Hein. Et j'avais quand même que 20 ans. Hein. Le plus mauvais souvenir que je garde de mes maquisards, c'est leurs pieds. Point de chaussettes, dans des tatanes. Ils avaient les pieds tout arrachés. Le talon arraché, les orteils arrachés. Alors j'allais pleurer chez tout le monde pour avoir une paire de chaussettes. Ça a bien marché quelque temps, mais après, les chaussettes, ça courait quand même pas les rues. Alors après justement, avec mes copines là, de résistance, on a attrapé des vieux draps, on faisait des bandes comme ça, puis je leur bandais les pieds comme ça, pour mettre les balles où elles rentraient, ça faisait un trou comme le pouce, mais où elles ressortaient, c'était des balles explosives. Ça faisait un chou-fleur comme ça, oh, quand il fallait faire les pansements. J'en rêve encore la nuit. Ah ça, parce que je ne suis pas bonne infirmière. Il y avait beaucoup de femmes dans la résistance? Ben, dans le coin là, on était quand même une bonne équipe. On était combien? Je ne sais pas, on était bien une dizaine quand même là. Et parce que c'était très cloisonné la résistance. Hein, alors je ne sais pas ailleurs ce qui se passait, hein, mais certainement les femmes, il y en avait partout. Hein. Parce que je crois que sans vouloir vanter, s'il n'y avait pas eu les femmes, je ne sais pas s'ils auraient tenu. Elles avaient toutes leur place comme les hommes? Ben, elles faisaient toutes comme moi, voilà. Sauf que, bon, ben, tout le monde ne prenait pas les blessés à la maison parce qu'il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas les prendre. Hein. Parce qu'en supposant que les Allemands ou les miliciens viennent, on pouvait cacher quelque chose, hein, soit des armes, soit le blessé, qu'est-ce qu'il fallait faire? Tu ne pouvais pas le plier en quatre dans un coin, hein. Il n'y avait pas d'histoire. Hein. Le blessé, il était là. C'était la dernière, juste si vous avez un petit message à nous faire passer aux jeunes femmes. Un message à vous faire passer aux jeunes. Jamais capituler. Faut résister. Voilà. Faut résister. Hein? Voilà. Faut résister. Faut jamais croire que tout est perdu. Il y a tout le temps quand même une issue. Il y a tout le temps. Mais il faut se battre. Il faut se battre. Puis il faut dire, on vaut quelque chose. Hein? Parce que vous n'êtes pas rien du tout, vous êtes la jeunesse du pays. Vous n'êtes pas rien du tout. C'est quelque chose de formidable ce que vous êtes. Mais vous y arriverez. Si vous avez de la volonté, vous y arriverez. Bien sûr qu'il y a des moments, c'est dur. Mais ça ne peut pas être plus dur que les moments que mes jeunes de 20 ans ont passés. C'est ce qu'il faut vous dire. Nous, les vieux, on compte sur vous. Hein? On compte sur vous, alors il faut y aller, il faut se battre. Il faut résister. Voilà. Hein? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.